Salut Moussaillon, on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de la 4e semaine du Vendée Globe. Au cours de cette semaine, il y a eu beaucoup d'accidents dans la flotte, heureusement tout s'est bien terminé. Et du côté de Virtual Regatta, on est déjà beaucoup à longer la zone d'exclusion, ce qui a pu provoquer parfois des écarts de route qui ont coûté très cher, mais on verra tout ça dans cette vidéo. Évidemment, vous aurez le résultat du concours à la fin de la vidéo, et vous aurez aussi l'énoncé du concours de la semaine prochaine à la toute fin. Allez, fin de l'intro, et c'est parti. Et donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est comme d'habitude de faire un petit rappel de la situation où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire le samedi 28 novembre vers 15h. Alors en tête de la course, on a Charlie Dalin qui est parti seul en tête, et derrière on a tous ses poursuivants qui profitent de la dépression qui est ici pour essayer de le rattraper. Évidemment ici on a notre Jean Le Cam qui est toujours sur ses trajectoires les plus courtes possibles, qui le maintiennent encore en 3ème position, et à l'arrière de cette petite flotte on a Alex Thompson qui malheureusement a dû abandonner car son problème à son safran n'était pas réparable par lui-même, et donc malheureusement il est contraint d'aller vers la ville du Cap pour aller déposer son bateau et rejoindre son équipe. Un peu plus à l'arrière, on a l'anticyclone qui a un peu créé une zone sans vent ici, dans lequel Stéphane Le Diraison est bloqué, ce qui est un petit peu gênant pour ceux qui sont en train de se lancer dans le contournement de l'anticyclone. Heureusement, il y avait un petit toboggan ici qui se décale vers l'est, qui va pouvoir offrir une solution pour les skippers arrivant dans cette zone, et qui vont leur permettre d'aller rejoindre les 40e rugissants pour ensuite faire leur ligne droite. Et là, on voyait justement que Armel Tripon se décalait déjà vers l'est pour aller chercher ce petit toboggan à l'ouest qui vient vers eux. Donc ici, toute cette petite flotte suit les alizés, et tout derrière, on a Jérémy Bayou qui est dans le poteau noir et qui va rapidement en sortir pour aller essayer de rattraper son retard. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout d'abord d'aller regarder la course de cette semaine de ce groupe là, donc on va dire le deuxième groupe. On va inclure dans ce groupe là Stéphane Le Diraison et Alan Roura, vous verrez pourquoi. Et ensuite on ira voir la tête de la flotte, donc quand je dis la tête de la flotte c'est tout ce groupe là, hop ici. Car déjà les deux groupes en fait ont rencontré des conditions climatiques très différentes parce qu'ils sont pas du tout positionnés au même endroit. Et en plus à l'avant de la flotte c'était complètement la Bérésina malheureusement. Donc il y a beaucoup de choses à dire et pour pas qu'il y ait trop d'arrêts, je découpe en deux. Bon alors, penchons-nous sur le deuxième groupe. On va commencer à avancer, hop. Et vous voyez là déjà, ce petit groupe là, il commence déjà un peu à faire la courbe pour suivre ce petit toboggan et aller se diriger vers les 40e rugissants. Là, à l'arrière, on voit Jérémy Bayou qui est bien sorti du poteau noir et qui va tenter de rattraper Sébastien Destremo qui est juste devant lui. Et là, juste devant, on peut voir qu'il y a Alan Roura qui a été complètement semé. Alors on peut essayer de reculer pour vous montrer. Là, vous voyez, il était juste derrière Clarisse Kremer et juste après, il a beaucoup ralenti, il s'est retrouvé dans une zone sans vent. Alors pourquoi est-ce que Alan Roura a ralenti? Parce qu'en fait, il a eu un problème dans son vérin de quille et donc toute l'huile s'est échappée, il a dû réparer ça, laver tout ça, il lui a coûté beaucoup de temps et suite à ce problème là il s'est retrouvé dans une zone sans vent et donc en fait ce problème plus l'anticyclone qui le rattrape et qui le met dans une zone sans vent, bah, ça va le faire perdre beaucoup d'avance sur ses concurrents et donc il va être semé puis rattrapé par ceux qui le poursuivaient. Heureusement le problème n'est pas trop grave et donc Alan Roura peut continuer sa course. Et là en continuant un petit peu, on va voir que Stéphane Le Diraison va le rattraper parce que lui il aura du coup du vent un peu plus tôt et Alan Roura va récupérer du vent un petit peu après. On voit ce petit groupe là qui profite vraiment bien du toboggan et vous verrez que ça sera malheureusement pas le cas de tout le monde dans ce deuxième groupe. Tout le monde n'aura pas cette chance là. On peut continuer à avancer. Hop. Et là, vous voyez deux choses. Enfin non, il y a plein de choses à voir. Alors déjà, tout devant, ici Alan Roura et Stéphane Le Diraison qui sont maintenant côte à côte, et ben ils sont un peu déçus parce que la dépression elle est là. Et ici, il y a une grande zone sans vent avant de retrouver la prochaine dépression. Donc eux ils sont complètement muselés et ils peuvent plus avancer vraiment autant qu'ils le voudraient. Derrière ceux-là, ils profitent encore pleinement de la dépression. Et encore derrière, eh bien on a Fabrice Abédéo, là qui commence un peu à flairer le roussi et il voit ce petit toboggan qui se referme. Bon là on a encore un doute sur est-ce qu'il peut rejoindre la dépression ou pas, est-ce qu'il aura encore assez de vent pour rejoindre les 40e rugissants. Et derrière on a bien compris que ça allait être compliqué de faire le contournement de l'anticyclone. Donc continue à avancer pour voir comment ça s'est goupillé tout ça. Voilà, donc là on voit bien encore que Stéphane Le Diraison et Alan Roura sont bloqués par cette petite zone sans vent. Que derrière il y a encore une zone sans vent dans laquelle finalement Fabrice va être complètement bloqué. Et derrière tout cela ils sont devant un mur sans vent. Donc c'est un petit peu déçu, mais quand on regarde vers l'ouest, on voit une dépression qui se déplace vers l'est et donc qui va peut-être pouvoir aider ce petit groupe là. On va continuer à avancer. Ok, donc là on se retrouve aujourd'hui à midi, et là on peut voir justement que tout cela, ils ont réussi à profiter de la dépression qui est venue, donc ils avancent très vite, et ils ont réussi à rattraper Fabrice qui lui était complètement bloqué, et là qui fait route vers le sud, voire même sud-ouest, pour aller chercher le plus rapidement possible ce vent là, et aller chercher les 40e rugissants pour aller surfer sur cette dépression. À l'avant, on voit que la dépression dans laquelle ils étaient, ce petit groupe là, tout ici, est un petit peu disparu, et le problème c'est que eux ils ont réussi à choper le vent pour aller choper le vent de la dépression suivante, mais à l'arrière en revanche on se retrouve entre deux dépressions, ils ont avancé moins vite et donc là ils vont sans doute devoir attendre l'arrivée de la prochaine dépression pour recontinuer à avancer, et donc ils vont sans doute se faire attraper par ce petit groupe là. Et ensuite la suite de la course pour eux ça va être de suivre les 40e rugissants pour passer le cap de Bonne-Espérance. Donc maintenant passons au premier groupe et là vous verrez qu'il y a eu de l'action. Donc revenons au samedi 28 à 15h. Voilà, on est plus ou moins à 15h. Donc nous ce qu'on regarde c'est ce groupe là maintenant avec Charlie Dalin
en tête. Donc là, le principe, c'est de rester dans les 40e rugissants et de suivre les dépressions, vous voyez là qui s'enchaînent. On dézoome un petit peu, on voit une première dépression, là on voit encore des vents portants qui vont permettre bien d'avancer, une autre dépression. Donc l'objectif c'est rester dans les 40e rugissants en allant chercher ces dépressions, mais le jeu ça va être de rentrer dans ces dépressions là, suffisamment pour avoir assez de vent, mais pas trop pour ne pas avoir trop de mer, ni trop de vent et risquer d'abîmer son bateau. Donc évidemment ça va être encore le jeu jaugé entre sécurité et performance. Donc on va pouvoir avancer et voir ce qui se passe. Alors vous voyez la stratégie est assez simple, on suit la zone d'exclusion en étant le plus performant possible. On a Charlie Dalin en tête, on a Louis Burton qui a choisi une option très sud. Peut-être que vous vous en souvenez, quand on était au moment du contournement de l'anticyclone, Louis Burton était le premier à choisir une option très au sud. Et donc là, il conserve son option et il choisit vraiment de longer la zone d'exclusion pour aller chercher les vents forts et booster les perfs. Et aussi, sur cette image, on peut voir autre chose, en zoomant un petit peu, c'est un regroupement de bateaux. Alors non, ils sont pas appelés pour se dire tiens, on se fait une petite pause, un petit apéro les gars, tranquillement, on se met à la couple et hop, on fait péter la bouteille. Non, pas du tout. non, en fait, le bateau de Kevin, qui naviguait dans des conditions plutôt musclées, est rentré dans une vague, et quand il est ressorti de cette vague, l'étrave du bateau, c'est-à-dire l'avant du bateau, était pliée à 90 degrés, et donc évidemment ça a provoqué une énorme voie d'eau dans son bateau. Heureusement, Kevin est un marin plutôt expérimenté, donc il a rapidement réagi, il a eu le temps de lancer un mayday, c'est-à-dire un appel au secours en précisant que sa vie est en danger. Il a déclenché sa balise de détresse, il a mis sa combinaison de survie, et il a eu tout juste le temps de déclencher son radeau de survie, et à ce moment-là, le bateau coulait déjà. Heureusement avec la balise de détresse, c'est que les autres keepers pouvaient le localiser, et donc la direction de la course a dû appeler un héros évidemment, et qui répond à l'appel à ce moment-là, c'est Jean Le Cam, hein. Jean Le Cam, le héros de ce Vendée Globe, évidemment, c'est toujours lui. Et donc c'était le premier à se dérouter pour aller aider Kevin. Dans l'opération, la direction de la course a aussi demandé à 3 autres skippers de se diriger vers Kevin pour aller lui porter assistance. Donc on avait Yannick Bestaven, Sébastien Simon et Boris Herman. Et donc Jean Le Cam a été le premier à arriver à proximité de la zone où était Kevin, et il a mis des heures à récupérer. Donc là je vous invite à aller voir leurs témoignages, c'est vraiment des histoires passionnantes et qui font réfléchir un petit peu, qui font un peu peur quand même. Mais finalement Jean Le Cam a réussi à récupérer Kevin et tout s'est très bien terminé. Malheureusement Kevin évidemment a perdu son bateau, mais le principal c'est qu'il rentre bien sain et sauf, il est même pas blessé. Et bon, ces accidents là c'est un petit peu ce qui fait la légende du Vendée Globe, et ça fera une très bonne histoire à raconter pour Kevin. Moi j'essaye de voir le positif dans l'affaire, hein. Et en plus il aura réussi à parler avec Macron grâce à ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de perdre un IMOCA? Je vous laisse débattre là-dessus en commentaire. Donc, une fois que Jean Le Cam a récupéré Kevin, tout le monde a pu se remettre en chemin. Kevin sera sûrement récupéré par un bateau dans les jours qui suivent. La direction est actuellement en train de chercher un bateau qui pourrait récupérer Kevin et le ramener à terre. Tous les skippers qui se sont détournés pour aller porter assistance à Kevin, évidemment, auront une compensation au niveau du temps. Mais en tout cas, bravo à tous les skippers qui sont allés porter assistance à Kevin. Bravo à la direction qui a réagi rapidement, à la direction de la course. Et pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas vraiment normal qu'un IMOCA se casse de cette manière-là, dans ces conditions-là. Enfin, se plier en deux, c'est un petit peu inimaginable. Les bateaux sont censés être conçus pour résister à des conditions pareilles, et la raison du pourquoi n'est pas vraiment encore donnée précisément aujourd'hui, mais ça pourrait avoir un rapport avec le fait que cet IMOCA était particulièrement léger et très puissant, et donc la combinaison des deux, les grosses conditions, une structure très légère, un bateau très puissant, on peut sentir une petite faille quelque part. Mais on va attendre des explications plus détaillées, peut-être qu'ils trouveront la raison. Et voilà, donc maintenant Jean Le Cam est accompagné, donc on va continuer à avancer. Et là on voit vraiment Louis Burton plein au sud, il a vraiment surfé sur la dépression, il est vraiment à chercher la dépression proche de la zone d'exclusion, donc une route vraiment courte et très performante. On continue à avancer. Donc là tout ce petit monde est en train de passer le cap de Bonne-Espérance tranquillement. Et vous voyez le principe là, c'est pas forcément d'aller en plein milieu de la dépression comme nous on le fait sur Virtual Regatta, hein. Là sur Virtual Regatta actuellement on est tous proches de la zone d'exclusion à chercher le vent le plus fort et à tracer comme pas possible en évitant de rentrer dans la zone évidemment. Parce que sur Virtual Regatta quand nous on rentre dans la zone on est ralenti à 70% dans le jeu. Eux voilà, ils veulent pas trop jouer avec ça, et en plus quand tu sais qu'un autre bateau a coulé sans se prendre un ovni et juste en se prenant une vague, je pense que quand t'es un skipper dans les mers du sud, ça peut te faire réfléchir un petit peu quand même. Bon, continue à avancer, et là on peut voir deux choses. C'est Sébastien Simon et Samantha Davis qui font route maintenant vers le nord. Et vous voyez qu'à la vue des autres bateaux et de la trajectoire de la course, c'est pas forcément une bonne nouvelle, bien au contraire. En fait, les deux bateaux ont rencontré un ovni. Alors d'abord Sébastien Simon, puis Samantha Davis. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est que les deux skippers vont très bien. Enfin le choc de Samantha Davis apparemment a été très violent et ça a été d'un coup. Elle a volé dans le bateau, apparemment elle avait mal aux côtes, mais bon finalement tout va bien. Au niveau de l'accident de Sébastien Simon, lui s'est pris un ovni dans son foil tribord, et le problème de cet accident là c'est que il n'y a pas que le foil qui a été abîmé mais aussi la liaison du foil avec le bateau, et donc c'est à ce niveau là que peut y avoir une voie d'eau. Donc cette liaison là c'est le puits de foil. Samantha Davis après s'être pris son ovni, elle a vu qu'elle avait des fissures dans le bateau, donc encore des dégâts structurels, et les deux bateaux vont faire route vers le nord pour se rapprocher de l'Afrique du Sud, s'éloigner de la dépression et donc s'éloigner du vent très fort et des grosses vagues aussi. Leur but dans un premier temps c'est de faire un état des lieux pour voir si c'est grave, s'ils peuvent réparer, et si ils peuvent réparer, est-ce qu'ils peuvent repartir. Malheureusement Sébastien Simon va voir qu'il aura une deuxième voie d'eau, que les
réparations au niveau du foil, il pourra pas les faire tout seul et donc il va devoir abandonner la course malheureusement. Donc ça va être une décision très dure pour lui parce qu'il avait déjà décidé de beaucoup ralentir son bateau pour justement éviter d'abîmer son bateau. Quand il a entendu l'histoire de Kevin, ça l'a un peu fait réfléchir et malheureusement, même avec ces précautions là, il est quand même contraint à l'abandon. Samantha Davis va elle aussi abandonner, elle va voir qu'elle peut pas réparer tout seul, donc elle va se rendre au cap, mais aujourd'hui elle espère pouvoir tout de même réparer et même si elle a abandonné, elle veut repartir pour son plaisir et aussi pour représenter son association. Et voilà, donc on espère qu'elle pourra repartir parce qu'elle porte un beau message et qu'elle aide réellement des enfants à s'en sortir. Et ça rappelle que le Vendée Globe est avant tout une aventure humaine. Donc on va pouvoir continuer à avancer. Hop 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 hop. Et on peut voir à ce moment-là que Louis Burton, l'air de rien, il a quand même réussi à passer deuxième. Et là on peut voir que Louis Burton, il a réussi à repasser deuxième. Et tout ça grâce à ses choix stratégiques, donc vraiment bien joué à lui. Ensuite on va pouvoir continuer à avancer. Hop 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 hop. Et là on peut voir maintenant que Louis Burton, il est repassé troisième et que Thomas Ruyant a beaucoup mieux avancé que lui. Et c'est parce qu'en fait Louis Burton pendant une demi-journée n'avait plus de pilote automatique et donc il a dû chercher le problème, réparer le problème. Et le temps de cette demi-journée, il a été très ralenti et donc Thomas Ruyant en a profité évidemment pour le dépasser. Quel programme pour la suite de ces skippers? Eh bien c'est de faire route vers les îles Kerguelen ici. Et donc maintenant je vous propose d'aller voir nos petits bateaux virtuels sur Virtual Regatta et d'aller voir notre petite locomotive qui suit tranquillement la zone d'exclusion. Et voilà, on se retrouve dans Virtual Regatta et quand je vous parlais d'une petite locomotive, vous voyez bien là tous les petits bateaux alignés qui suivaient tranquillement la zone d'exclusion et on nous voit bien tous alignés tout gentiment. Là ici tous ces bateaux là sont les bateaux réels, je vous rappelle. Et nous on longe tout tranquillement la zone d'exclusion. Et c'est le cas même très tôt. Bon, allons voir plutôt la trajectoire de François Gabard en rose. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc qu'est-ce qu'a fait François Gabard, qui est toujours en tête de la flotte? Cette semaine, c'est simple, voilà, il a longé la zone d'exclusion en tirant des petits bords pour optimiser ses performances. Mais on va pouvoir comparer avec le premier. Donc le premier actuellement c'est Gavib 69. Là le problème c'est que sa trajectoire est en noir, donc on va pas voir grand chose. Mais par rapport à François Gabard, vous voyez, il a été beaucoup plus proche de la zone d'exclusion et il a tiré des bords très proche de cette zone là. Ça reste du chouchou le long de la zone d'exclusion. Maintenant parlons de ma trajectoire. C'est simple, comme j'ai pas full pack et que je peux pas vraiment programmer de tirer des bords, souvent j'ai tendance à vouloir aller tout droit et je peux me dire waouh, ça va passer. C'est pas du tout ça le plus performant les gars, faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Donc ma trajectoire là elle est en blanche actuellement et on voit bien que j'ai fait du tout droit beaucoup. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé ce matin sur mon bateau. Vous voyez, je suis rentré dans la zone des glaces. Vous voyez bien que j'ai mordu là. Et ça j'ai mordu pendant environ 3 heures. Maintenant vous avez 3 secondes pour deviner combien de places ces petites 3 heures m'ont coûté. Ça m'a coûté 6000 places. On se réveille bien le matin, c'est sympa. Bon après je vais pas me mettre à pleurer, je viens de parler de Kevin, Samantha et Sébastien, Simon qui ont dû abandonner le Vendée Globe, du coup je vais me taire. Mais bon, ça pique quand même. Donc maintenant, souvenez-vous, rentrez pas dans la zone d'exclusion, 70% de la vitesse, ça coûte cher. Et donc quel est le programme pour la suite? Vous voyez, c'est comme que je vous disais avant, donc c'est probablement passer au sud des îles Kerguelen. Bon, vous voyez que les bateaux virtuels ont pris beaucoup d'avance sur les bateaux réels, parce que nous on a pu longer la zone d'exclusion tranquillement, alors qu'eux ils ont décidé d'un petit peu de s'écarter pour pas prendre les dépressions de pleine face. Et nous, sur Virtual Regatta, on s'en fiche, on fait chouchou le long de la zone d'exclusion. Évidemment derrière, vous voyez, il y a les mêmes problèmes qu'en réalité. Si vous vous situez plutôt ici, là il y a des zones sans vent, là aussi des zones sans vent, et on peut regarder un petit peu ce qui se passe pour la suite. Quand on va regarder à 24 heures, on voit que les vents nous portent vraiment vers les îles Kerguelen. Et c'est là où je me demande, vous voyez, quand on regarde à 3 jours, on voit que au sud-est des îles Kerguelen, actuellement il n'y a pas forcément beaucoup de vent. Et donc je me dis, si on n'est pas vraiment dans la tête de la course, mais plutôt un petit peu à l'arrière, un petit peu en fonction de la position, est-ce que ça va pas être plus intéressant de passer au nord de ces îles? Peut-être que oui, mais vous voyez, c'est encore assez changeant. Pour l'instant, de toute façon, si vous êtes là-dedans, suivez la zone d'exclusion, vous ferez pas d'erreur, vous verrez bien en avançant. Évidemment, c'est que mon avis, faites vos stratégies vous-même surtout. Et à l'arrière, on va voir si ces petites zones-là vont un petit peu se découpiller sur vous au niveau du vent. Là, comme on disait, avec dépression là, qui va venir rechercher tout le monde et qui va permettre à tout le monde d'avancer. Et donc, vous allez être débloqué. Voilà, donc 48 heures sur tout le long de la zone d'exclusion, vous allez avoir du vent. Donc, si vous êtes par ici, vraiment allez chercher cette zone d'exclusion, comme d'habitude, les 40e rugissants, vous ferez les prochains wagons de la zone d'exclusion. Donc voilà, maintenant je vous propose d'aller regarder le classement. Donc en première place on a Gavib 69, en deuxième 3VE 3DA et en troisième Blue Panther. Donc là on commence à retrouver à peu près les mêmes personnes en tête. Au niveau des teams, on a en première place Corum l'épargne, ensuite Bureau Valley et à la fin The Big Five. Et les saucissons Sailing Team, on est 176e. Écoutez, c'est pas si mal, bravo à nous. Et maintenant je vous propose d'avoir le résultat du concours de la semaine dernière. Donc ce que je vous avais demandé c'était des idées d'apéro un petit peu atypiques et j'ai sélectionné un vainqueur et vous avez eu beaucoup de très bonnes idées. Enfin vraiment, allez voir l'espace commentaire pour vous donner des idées. Il y a plein d'idées différentes et plein de choses qui ont l'air super bonnes que j'ai même jamais goûté. Et donc pour choisir maintenant j'ai introduit un deuxième critère, c'est que je fais une première sélection, je regarde les meilleures idées selon
selon moi, et je vais un peu voir les parcours. Et là dans ma sélection cette semaine, je suis tombé sur Captain Sim qui m'a proposé ses fritures de larves de guêpe. Atypique, c'est bien, là t'as rempli tous les critères, je sais pas si c'est bon, mais en vrai je veux bien goûter, je me demande quel goût ça a. Et en plus cette idée apparemment vient de l'île de la Réunion, et donc l'île de la Réunion, bah c'est pas loin, hein. C'est par là, hein. C'est même ici, hop, juste au nord de nos petits skippers, Captain Sim. Alors la trajectoire de Captain Sim est en vert, et là vous voyez qu'il se rapproche beaucoup de la zone d'exclusion. Enfin vous voyez là on commence à plus vraiment différencier le vert et le rouge. On peut zoomer, on peut zoomer, on peut zoomer, on peut zoomer. Et là je sais pas si vous remarquez, mais le rouge et le vert ça doit être à 2 cm. Donc Captain Sim, bien joué à toi pour avoir suivi la zone d'exclusion mais sans jamais la dépasser, hein. Je pense qu'au bord de son bateau il avait un petit mètre, il devait avoir un pied à coulisse pour mesurer sa distance avec la zone d'exclusion. Peut-être le meilleur wagon, hein, du chouchou zone d'exclusion. Donc maintenant le concours pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, vous connaissez le thème déjà, c'est l'apéro évidemment. C'est bien de bien manger pendant un apéro. Mais est-ce que parfois le plus important c'est pas l'environnement? Alors ce que je vous propose c'est de proposer le meilleur mouillage que vous connaissez dans les commentaires. Donc un mouillage, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut jeter l'ancre pour s'arrêter et donc être proche de la terre, soit pour s'abriter, soit pour passer un bon moment et aller visiter ou simplement passer la nuit à l'abri des vagues. Et donc donnez-moi votre meilleur mouillage. Comme ça peut-être que ça pourra donner des idées de navigation pour les autres. Évidemment si vous voulez pas partager votre zone de champignons, choisissez bien le mouillage que vous donnez. Et donc cette zone de mouillage, vous n'êtes pas forcé de l'avoir essayé, si ça se trouve vous l'avez juste vu pendant une randonnée proche de la mer. Mais voilà, avant de donner une zone de mouillage, vérifiez qu'on a bien le droit de mouiller à cet endroit-là, histoire de pas amener plein de gens à des endroits où on n'a pas le droit de jeter l'encre. Et voilà, donc parfois il suffit pas d'avoir un bon apéro, mais il suffit simplement d'avoir un petit truc tout simple, mais un environnement de ouf. Et c'est souvent ça les apéros en bateau, c'est quelque chose de très simple, avec un très beau décor. Et voilà moussaillons, c'est la fin de la vidéo, donc je vous retrouve la semaine prochaine, le même jour, dimanche à 10h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, je vous remercie encore pour tous vos messages, ça fait vraiment très plaisir. Je remercie aussi Voile et Voilier de retransmettre toutes ces vidéos-là pour qu'un plus grand monde puisse les regarder. Et aussi, certaines personnes m'ont demandé si j'avais un Instagram ou une page Facebook. Et oui, c'est bien le cas. Donc c'est tout simple, ma page Instagram c'est les topos d'un boc et la page Facebook ce sont les topos d'un boc. Donc je vous avoue qu'actuellement je suis pas très actif, mais si vous êtes beaucoup à rejoindre, bah j'essaierai de m'adapter et plus communiquer sur ces réseaux-là. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, amusez-vous bien et bon vent.